Bonjour à tous. Alors pour terminer la journée en légèreté, un sujet juridique, un sujet auquel vous avez probablement tous été confrontés à un moment ou un autre dans le cadre de projets ou de votre carrière de manière générale, et une problématique qui revient de manière systématique et à laquelle il est indispensable de penser dès le début pour éviter de s'apercevoir à la fin de votre projet que vous auriez dû vous poser une question au tout début et que vous ne pouvez peut-être finalement plus rien faire avec ce que vous avez conçu. Donc, en quelques mots, je vais me présenter. Donc, Anne-Sophie Morvan. Il était mentionné, donc, je travaille pour une société luxembourgeoise qui s'appelle Luxhub. Et nous avons été, en fait, constitués par 4 banques dans le cadre de la PSD2, donc cette directive service de paiement. Donc, déjà, à l'origine, nous sommes une société qui a une très forte composante réglementaire. Au-delà de ça, nous avons aussi développé des services de paiement. Donc, on a un statut de TPP, initiation de paiement et agrégation des comptes de paiement. Donc, de nouveau, développement de certaines API avec une très forte composante réglementaire. Donc, tous nos projets impliquent systématiquement, avec l'équipe projet, les aspects juridiques et les équipes juridiques. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu une des API que nous avons développées au sein de Luxhub et qu'on regarde un petit peu toutes les composantes juridiques autour de cette API. Et quand je parle d'API, je parle du produit API, puisque ça ne va pas être uniquement une présentation sur l'API en tant qu'outil technique, mais vraiment aussi en tant que produit. Un point peut-être que j'ai oublié de mentionner, en fait, la raison pour laquelle aussi, même si je suis Business Development Manager, j'interviens sur un certain nombre de problématiques juridiques, eh bien c'est parce que nous avons certaines sociétés qui rejoignent notre hub et qui publient leurs API. Et elles se posent systématiquement la question, parce qu'en général, ce sont des institutions financières, pas uniquement, mais souvent, et elles se posent la question, mais qu'est-ce que je dois faire et est-ce que je dois impliquer mon équipe juridique? C'est préférable. Donc, si on regarde à ce produit, donc API, qui est une API qui va permettre de faire de l'agrégation de comptes et de l'initiation de paiement, donc soit pour des banques, par exemple, qui ont déjà leur propre licence, et donc ça va leur permettre d'avoir une seule couche d'intégration, soit pour des clients qui n'ont pas d'agrément et qui veulent utiliser nos services en tant que PISP et ISP. Si on regarde cette API, on peut voir un certain nombre de composants que je qualifierais de juridiques, du moins des éléments auxquels vous devez prêter attention quand vous composez votre produit. Vous allez avoir un logo, bien entendu. Vous allez avoir le nom de votre produit. Vous allez avoir le nom de la société qui publie ce produit, qui peut être, en général, c'est le nom de la société pour laquelle vous travaillez. Vous avez une URL qui est liée à un nom de domaine. Vous allez avoir de la documentation commerciale et technique. Et on va avoir également un certain nombre au niveau des spécifications et au niveau de l'API en tant que telle, bien entendu, puisqu'on est dans une API d'initiation de paiement, eh bien un certain nombre de données de paiement et des données à caractère personnel. Donc cette vue globale de l'API va nous permettre de nous diriger vers un certain nombre de sujets juridiques qui sont soulevés par ce que je viens de vous présenter. Premier point extrêmement important qui est lié à la propriété intellectuelle. On l'a vu tout à l'heure, vous avez de la documentation commerciale, de la documentation technique, vous avez un logo, vous avez un nom de produit, vous devez vous poser un certain nombre de questions. Est-ce que je peux utiliser ce nom de produit? Est-ce que ça correspond à une marque qui existe déjà? Est-ce que je peux utiliser le nom de ma société? Bon, a priori, ça paraît logique, mais dans certains grands groupes, on doit faire attention, bien entendu. Est-ce que le nom de domaine que j'utilise est lié à ma société? A priori, oui. Mais est-ce que le nom de domaine qui a été enregistré ne ressemble-t-il pas au nom de domaine d'une autre société qui serait concurrente? Parce que ça, c'est un point très important. Et c'est là qu'en fait, on en vient à ce qui est noté. Désolée, j'ai écrit mes slides en anglais. De ce qui est parasitisme, en fait. Si vous utilisez un nom commercial, un nom de produit, un nom de domaine qui peut
être lié à votre concurrent, qui fait penser à votre concurrent, eh bien, il faut faire attention puisque votre concurrent a des possibilités d'attaquer votre société en justice en disant « ce produit qui est publié par mon concurrent, clairement, il ressemble un peu trop au mien ». Donc, il faut faire attention à ce genre d'éléments. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai mis ici quelques outils qui sont à disposition de chacun. Alors, je vous conseille toujours, allez voir votre avocat, il va vous faire une analyse du nom, il va vous dire si oui ou non vous pouvez l'utiliser. Mais si vous êtes une plus petite entreprise, en général, vous n'avez pas, ou si vous venez de vous constituer, vous n'avez pas forcément le budget pour utiliser les services d'un tel prestataire. Donc, je vous ai mis un certain nombre de sites internet, la présentation sera partagée, je pense, après, qui vous permettent de vérifier que le nom de votre produit, et peut-être que le nom de votre société, si elle n'est pas constituée, le nom de votre produit ne va pas constituer une violation du droit des marques, d'une marque qui a déjà été enregistrée. Donc on a le site de l'EU IPO, qui est l'Office européen de la propriété intellectuelle. On a aussi, en France, on a l'INPI. Si vous voulez vérifier tout ce qui est nom de domaine, on a l'AFNIC. Pour tout ce qui est aussi droit des marques, on va avoir TeamView, qui est un outil mis à disposition par l'EU IPO. Et bien entendu, Infogreffe, que vous connaissez certainement. Et tous ces outils, en fait, ils sont à disposition gratuitement. Donc ce sont des choses, si vous êtes aussi dans une entreprise et que vous allez vers votre département juridique et que vous expliquez, voilà, j'ai un produit, j'ai déjà fait un certain nombre de vérifications, je vous mets à disposition des captures d'écran, ça peut déjà vous aider et vous aurez déjà le département juridique un peu plus de votre côté, peut-être, pour développer ce produit. Un autre point, donc je laisse de côté les aspects de nom, dénomination commerciale, nom de domaine, etc. Un autre point qui est sujet à débat et auquel j'aimerais répondre par oui ou non, c'est la question de savoir, y a-t-il un droit d'auteur sur l'API ? Eh bien, ce n'est pas facile de répondre à cette question pour deux raisons. D'une part, parce que géographiquement, selon que vous vous trouvez au sein de l'Union européenne ou aux États-Unis, la réponse n'est pas la même. Et d'autre part, parce que vous allez avoir donc vous avez géographiquement des distinctions, ça c'est un gros problème, et d'autre part, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas 100% claire non plus, puisqu'en fait, la Cour de justice, elle s'est prononcée dans un arrêt qui est mentionné ici, SAS Institute contre World Programming Limited, et donc dans cet arrêt de 2012, la Cour de justice a regardé si certaines fonctionnalités qui avaient été en fait copiées par World Programming Limited, si certaines fonctionnalités pouvaient être copiées ou non de ce qui avait été fait du côté SAS. L'idée était qu'on avait World Programming Limited, qui n'avait absolument pas eu accès au code objet, rien. Mais pour autant, au niveau input et output data, c'était exactement la même chose. Et donc, on pouvait se poser la question, mais est-ce que le fait de copier l'input et l'output data, qu'on ait exactement le même produit et qu'il soit utilisé par un compétiteur, bien entendu, est-ce que ça peut constituer une infraction au droit d'auteur ? Au sein de l'Union européenne, il a été décidé que non, ce n'est pas une infraction au droit d'auteur, puisque cela ne peut pas bénéficier donc de la protection prévue par la directive qui est mentionnée ici. C'est une directive qui est spécifique au logiciel sur les droits d'auteur. Pour autant, aux États-Unis, exactement dans le même litige, ils ont décidé le contraire. Donc, c'est un peu compliqué de répondre par oui ou par non à la question de savoir est-ce qu'il y a droit d'auteur ou pas. Ça va dépendre de où vous vous trouvez. Et surtout, cette jurisprudence de la Cour de justice n'est malheureusement pas complètement claire. Et la question, c'est est-ce qu'il y avait vraiment un nouveau litige au niveau des juridictions européennes, est-ce qu'on aurait le même résultat ? Ça dépend du cas. Donc, personnellement, si je dois préparer un contrat pour protéger une API, je vais expliquer qu'il y a un droit d'auteur, même si finalement la Cour de justice va considérer que ce n'est pas le cas, mais je vais quand même essayer de protéger au maximum ma société, et je vais expliquer qu'il y a droit d'auteur. Après, voilà, aux juridictions de décider si ce sera le cas ou pas.
Peut-être un dernier point sur les brevets. Bon, a priori, les brevets les API n'ont pas vocation en tant que tels à être brevetés. Pour autant, si vous regardez le site de l'Office européen des brevets, il y a certaines API qui sont en fait dans le cadre de services beaucoup plus larges en fait, qui font l'objet d'un brevet. Mais ce n'est pas l'API en tant que telle qui fait l'objet d'un brevet, c'est le concept global qui est breveté. Voilà, donc ça c'était pour les aspects de propriété intellectuelle, aspect excessivement important puisque bien entendu, si vous êtes une société, vous développez votre API parce que vous avez un besoin fonctionnel. Le jour où éventuellement votre société doit être vendue, la valeur de votre propriété intellectuelle détermine souvent en partie la valeur de votre société. Et donc il faut savoir qu'est-ce qui est vraiment protégé ou pas. Puisque la situation n'est pas 100% claire, personnellement, dans notre cas, j'ai tendance à essayer de nous protéger au maximum dans les contrats que nous mettons en place. Après, la question de savoir est-ce que les juridictions le valideront ou pas, c'est toujours un point d'interrogation. Mais voilà. Mais un point important, par contre, j'y pense maintenant. Comme on l'a vu ici, les clauses de juridiction sont particulièrement importantes puisque la notion de droit d'auteur, selon l'endroit, la juridiction et le droit applicable à votre contrat, le droit d'auteur ne sera a priori pas le même. Donc il faut faire attention à ce niveau-là. Sur la partie protection des données, et quand je dis protection des données, on a la protection des données à caractère personnel, vous avez tous entendu parler du GDPR, mais on a aussi la protection des données non personnelles. Donc, sur la question de la protection des données à caractère personnel, vous mettez en place votre projet d'APIisation d'un produit et vous dites, voilà, je dois déterminer quel est mon rôle. Est-ce que je suis responsable de traitement? Est-ce que je suis sous-traitant? Ou est-ce que je suis co-responsable de traitement avec une autre société, par exemple? Et en fait, de cette qualification découle l'intégralité de vos obligations ensuite. Donc, c'est très, très important. C'est la première question que vous devez vous poser. Et si vous êtes responsable de traitement, vous allez devoir vérifier, OK, j'ai une API, par exemple, bon, chez nous, il y a un certain nombre d'API PSD2. Les banques ont dû se poser la question, est-ce que je suis responsable de traitement? Bon, a priori, j'ai une obligation de publier une API pour mettre à disposition des données. Oui, je suis responsable de traitement. Et cette responsabilité de traitement, je la base sur une obligation légale, parce qu'il faut toujours avoir une base légale. Après, vous pouvez avoir, par exemple, un contrat qui est passé avec un utilisateur final. Donc, si par exemple, vous mettez à disposition une API pour de l'identité, donc par exemple, délivrer des informations concernant Anne-Sophie Morvan, telle année de naissance, etc., on pourrait se dire, voilà, le produit API, le transfert de données qui est effectué dans ce contexte, c'est sur base d'un contrat qui est passé avec Anne-Sophie Morvan, entre sa banque et Anne-Sophie. Donc voilà, il faut toujours se poser la question, est-ce que je suis responsable de traitement? Si oui, quelle est ma base légale de traitement? Et je dois bien entendu m'assurer que la personne, lorsqu'elle donne par exemple son consentement pour un transfert de données, elle a bien compris de quoi il s'agit. Ce sont les obligations de transparence. Un autre point, parce que c'est vrai qu'avec les API, tout va très très vite et on ne réfléchit pas forcément à ça. Quand vous avez un consommateur de la donnée disponible via API qui se trouve en dehors de l'Union européenne ou en dehors d'un État qui offre une protection équivalente, à ce moment-là, il faut se poser la question, attention, là on est dans un cas potentiel de transfert de données en dehors de l'Union européenne. Une couche supplémentaire d'éléments à prendre en compte, mais voilà, si vous avez votre développeur portal et qu'il y a des informations à remplir concernant vos API consumers, si jamais vous avez une localisation en dehors de l'Union européenne et qu'on a un potentiel transfert de données personnelles, ça doit être un réflexe de dire, attention, pour certains États, faudra peut-être faire attention. Voilà, faudra peut-être penser à comment j'assure la sécurité juridique. Sur les données non personnelles. Alors sur les données non personnelles, parce qu'on passe toujours données personnelles parce qu'on a peur du GDPR, mais la donnée non personnelle, et la donnée qui concerne par exemple une entreprise, c'est une donnée qui a une valeur tout aussi importante en fait. Donc on a deux choses principales, ou si vous avez identifié d'autres choses, je suis curieuse, mais pour ma part, j'ai identifié deux choses. On a le droit des bases de données. Donc ça signifie que si une entreprise
a collecté des données, les a organisées et les a mises dans une base de données, elle dispose d'un droit, en fait, sur l'organisation de ces données. Et en fait, pour compenser cet effort matériel et financier qui a été déployé, elle a un droit sur cette base de données. Donc, dans un sens, je ne peux pas piller une base de données. Donc, en principe, je ne peux pas aller sur Infogreffe ou sur société.com et commencer à piller l'intégralité de la base de données. Voilà. Bon, via API, en principe, vous pouvez mettre un certain nombre de contrôles un peu plus importants que sur un société.com. Et encore, ils ont mis un certain nombre de contrôles en place, c'est pour ça qu'il y a eu du contentieux. Mais voilà, sur la partie base de données, vous avez un droit de protection de cette base de données. Une autre réglementation très importante qui est assez récente, c'est une directive de 2016 qui a été transposée dans les différents États membres. Alors, je vous avoue que personnellement, moi, je regarde de plus près ce qui se passe au Luxembourg, mais pour cette présentation, j'ai regardé aussi ce qui se passe en France. Vous avez toutes vos entreprises, on constitue tous des bases d'informations stratégiques. J'ai une base de données clients, j'ai une base de données fournisseurs, j'ai un certain nombre d'informations clés pour ma société. Eh bien, ces informations clés pour ma société, elles sont protégées par une directive européenne. Et donc, a priori, on ne va pas pouvoir piller ces données. Raison pour laquelle, donc, ces secrets, ces trade secrets, ces informations secrètes, je vais pouvoir les monétiser, mais on ne va de la même manière pas pouvoir me les piller. Donc voilà, donc, il y a des protections qui existent tant pour les données à caractère personnel que les données non personnelles, ce qui est rassurant puisque bien entendu, ça a autant, et dans certains cas même un peu plus de valeur. Le cadre contractuel, je l'ai mentionné tout à l'heure, on fait attention à certaines clauses pour s'assurer que le service est utilisé à bon escient, que mon produit API est protégé dans le cadre de mes relations avec mes consommateurs. Alors, je vais passer ici. Il y a plusieurs types d'API, bien entendu, que vous connaissez certainement. Quand on est sur une API public. A priori, on va avoir des Terms of Services, on va avoir un formulaire qui va être accepté par le consommateur, des Terms of Services relativement générales. Et a priori, on ne va pas faire un contrôle très important puisqu'effectivement, souvent, pas toujours, mais souvent, ce sont des données génériques, voire des données qui me permettent, moi, provider, fournisseur d'une API, de promouvoir mes services. Donc, on va avoir des Terms of Services relativement générales. Il faut faire attention à un certain nombre de choses. Si je suis une entité gouvernementale, par exemple, et que je publie une API publique, je n'ai pas forcément envie que tous les consommateurs mettent sur leur site Internet, voilà, j'utilise l'API et j'ai été agréé par telle entité gouvernementale. Parce que ce n'est pas forcément le cas. Ce n'est pas parce qu'on est API Consumer d'une entité gouvernementale qu'on a obtenu un agrément de cette entité. Quand on passe par contre sur une API en mode partner, comme c'est le cas de notre API LuxUp One, eh bien là, on va devoir avoir un contrat en bonne et due forme et un contrat qui va bien expliquer quels sont les rôles et responsabilités des parties. Alors, on va aller beaucoup plus loin que juste la consommation de l'API. Souvent, on va expliquer véritablement quel est le service sous-jacent, quelles sont les responsabilités des différentes parties. Donc, on va avoir quand même un certain nombre de clauses auxquelles il faut faire attention. Sur la partie privée, a priori, puisqu'on est sur une consommation qui se fait entre pairs, voire en interne, a priori, il ne va pas y avoir de cadre contractuel spécifique, même si on peut toujours le prévoir, notamment au sein d'un groupe. S'il y a plusieurs entités, on peut vouloir avoir des règles intra-groupe pour se couvrir. Je le mentionnais, voilà. Un point important qui revient systématiquement, c'est qu'on me dit, Anne-Sophie, on n'a pas de contrat avec cette société, on n'a fait qu'accepter les Terms of Services, les Terms of Use. Voilà. Donc ça, les Terms and Conditions, ce n'est pas un contrat. Ben si, c'est un contrat. C'est juste que c'est écrit en beaucoup plus petit, donc vous n'avez pas du tout envie de le lire, mais c'est un contrat. Et c'est pour ça que souvent, un certain nombre de personnes se font avoir. D'ailleurs, dans le cas SAS contre World Program, c'était exactement ça. C'était un contrat qui avait été... c'est un click contract, c'est un contrat, j'accepte les conditions générales d'utilisation, et c'est fait. Donc voilà. Première misconception, si je puis dire, qui revient très souvent. Donc,
Autre point très important, si vous êtes fournisseur d'API, et sincèrement, je suis très intéressée si vous voulez en discuter après, comment s'assurer que la personne qui accepte les terms and conditions sur le portail développeur a bien le droit de les accepter? Dans quelle mesure est-ce que le développeur a le droit d'engager la banque lorsqu'il accepte des terms and conditions? C'est une très bonne question et sincèrement, c'est un casse-tête à mettre en œuvre puisque, en général, à part quand on est sur une API partner où en général il va y avoir une négociation contractuelle ou du moins on va quand même rentrer un peu plus en contact, mais en dehors de ça, sur une API publique, très clairement, bon, la plupart des gens ne vérifient pas. Mais si vous avez des suggestions ou des cas d'usage, des bonnes pratiques, je suis très curieuse qu'on en discute après. Il y a une initiative assez intéressante qui est autour de la simplification et de la standardisation des Terms of Services. Vous pouvez aller sur le site de cette initiative. On a eu un meeting la semaine dernière, un des premiers meetings où moi j'ai assisté, parce que je vous avoue que je ne connaissais pas encore cette initiative. Le but étant de rendre le propos lisible. C'est-à-dire que le développeur, d'une part, n'a probablement pas le droit de faire « j'accepte les terms and conditions », mais en plus, il ne va jamais les lire et pas regarder ce qui est marqué dedans. Or, il faut essayer de faire quelque chose de le plus lisible possible. Nous, on a travaillé sur une liste un petit peu de ce qu'il y a à faire, do's and don'ts, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, pour que on ait une liste qui fasse un petit peu un extrait des informations clés et des obligations clés des développeurs lorsqu'ils sont sur le portail. Après, on peut avoir des pictogrammes, on peut avoir des diverses choses. Le plus important, c'est qu'un développeur comprenne. Parce qu'en fait, un contrat, les Terms and Services, ils ne sont pas là pour embêter les gens, ils sont là pour protéger la société. Donc le plus important, c'est pas qu'on puisse sanctionner, mais c'est plutôt que la personne qui utilise le portail comprenne ce qu'elle a le droit de faire, ce qu'elle n'a pas le droit de faire. Donc voilà. J'ai rajouté quelques clauses, voilà, une petite liste de clauses qui sont importantes, mais après, il y a un certain nombre de terms of use qui sont disponibles de manière complètement libre sur Internet. Comme mentionné, faites juste attention quel est le droit applicable, parce que souvent, ce sont des clauses de droit, ce sont des contrats de droit américain, et donc il y a des différences substantielles. Je vois qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, donc ça tombe très bien puisqu'on en arrive à la fin avec un certain nombre de questions. Je vous ai listé un certain nombre de questions qui, pour moi, sont indispensables et questions auxquelles qu'on doit se poser, en fait, dans le cadre d'un projet. Et donc, le responsable projet doit, dès le début, avoir en tête, OK, j'ai mon nom de produit, j'ai le nom de ma société, comment est-ce que je peux l'utiliser? Quel logo je peux utiliser? Est-ce que j'ai des concurrents sur mon marché? Probablement oui. Si je peux éviter de prendre un nom de produit, un nom de domaine qui ressemble étrangement à mon concurrent, c'est mieux. Est-ce que ma documentation commerciale, j'ai oublié de le mentionner, documentation commerciale, potentiellement, il peut y avoir un droit d'auteur sur cette documentation commerciale. S'il y a de l'originalité, si on montre qu'il y a une œuvre de l'esprit, pourquoi ne pas avoir un droit d'auteur sur cette documentation commerciale? Donc, évitez de copier celle du concurrent, si possible, c'est mieux. Et ça veut dire aussi que, par contre, si votre concurrent vous copie, il faut vous poser la question, mais est-ce que c'était original et est-ce que je ne peux pas commencer à lui dire de cesser de copier ce que je fais? Dans mes contrats, de la même manière, est-ce que j'ai bien tout décrit? Est-ce qu'il ne manque pas d'obligations? Est-ce que tout est bien clair? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen de rendre le propos intelligible? Sur la documentation technique, puisque les aspects de droit d'auteur ne sont pas 100% clairs, si on peut éviter de copier de manière substantielle ce que font les concurrents, ou d'ailleurs pas les concurrents, mais les autres de manière générale, c'est mieux. Et au niveau des données à caractère personnel, je vous l'ai mentionné, est-ce que je suis responsable des traitements? Oui, non. Et quelles sont les obligations qui m'incombent? J'espère que vous avez appris un certain nombre de choses, que vous allez pouvoir les utiliser dans votre vie de tous les jours. Et je vais rester là-bas, ou sinon on a un stand LuxUp juste à côté, donc vous pouvez venir nous voir. Je vous remercie.